Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est vrai que certains codes ne varient pas. Les femmes portent des robes qui ne remontent jamais au-dessus de leurs chevilles, se couvrent les cheveux, tandis que les hommes portent des bas et des vestes courtes. Mais des tendances commencent à s'observer en Occident et permettent de distinguer l'époque de François Ier de celle de Louis XIII. Par ailleurs, la différenciation entre les vêtements masculins et les vêtements féminins s'accentue. Tandis que l'esthétisme devient synonyme de pouvoir chez les hommes, les habits des femmes mettent désormais en valeur leurs attributs maternels. Leur taille et leurs hanches sont marquées et les décolletés s'installent en masse sur leur tenue. Bien que le renvoi de la femme à sa fonction de mère n'est pas nouveau dans l'histoire, le vêtement en est désormais le symbole. Il devient un marqueur hiérarchique de genre comme de classe. Mais si les chapeaux changent de forme, si les décolletés plongent plus ou moins sur les poitrines et si les vestes masculines s'arment tantôt de manches bouffantes, tantôt de capes et tantôt de cols, si les habits se fendent, s'ajustent, se boutonnent et se lassent, la mode n'est pas pour autant encore née. Ce n'est qu'à la toute fin de la période moderne qu'elle apparaît enfin. On est donc désormais arrivé au XVIIIe siècle pour assister au réel et véritable commencement de notre histoire, la naissance réelle de la mode. À ce moment-là, une toute nouvelle logique du paraître fait son apparition. Alors que jusque-là, les inspirations vestimentaires venaient principalement des périodes historiques passées, les aristocrates commencent à s'inspirer de leurs contemporains. Ce que ça veut dire, c'est que la mode devient à elle seule un langage parmi les élites. Ce langage, si on pouvait le traduire avec des mots, pourrait tout à fait donner quelque chose dans ce genre « Regardez-moi, je me distingue de vous autres et ça prouve ma puissance ». Ou alors comme ça, regardez tous, si je peux m'habiller comme Sa Majesté, c'est que j'ai une place à ses côtés. Dans le même temps, les formes vestimentaires se multiplient et le roulement des tendances s'accélère considérablement. Forcément, ça veut dire qu'un métier spécialisé aussi se développe, celui des marchandes de mode. N'oubliez pas, c'est quand même l'époque de Louis XIV, c'est l'époque de Versailles, c'est l'époque où justement la cour cesse d'être itinérante et à partir de là, eh bien, la cour réellement s'installe, l'étiquette s'installe avec elle et avec elle, les modes. La plus célèbre des marchandes de mode, c'est Marie-Jeanne Bertin, plus connue sous le nom de Rose Bertin ou de Mademoiselle Bertin, qui devient vite la marchande de mode la plus illustre de France. Considérée comme la première créatrice de mode, elle doit sa renommée à sa rencontre avec Marie-Antoinette, évidemment, qui se prend d'affection pour elle et l'engage en tant que créatrice personnelle de la reine. Très vite, elle obtient le statut de ministre de la mode et engendre une petite révolution vestimentaire à partir de 1781, quand elle décide de parer la reine d'une robe d'intérieur appelée robe de Gaulle, qui tombe droit, qui est serrée à la taille et qui arbore un décolleté pour le moins prononcé. Faite de coton blanc, de soie ou de gaze, cette tenue à l'esprit champêtre et à l'effet négligé, parfois associée à un chapeau piqué de fleurs des champs, rappelle la vie de la reine et de sa cour au Petit Trianon, le domaine de la reine dans les jardins de Versailles. Et oui, cette tendance introduit d'ailleurs la suivante, celle de la robe à la bergère qui s'inspire du vêtement carrément des paysannes. Oui, vous avez bien entendu, la reine et sa cour portent des habits dont le design, si je puis dire, ressemble à celui du peuple. C'est réellement ici qu'on peut comprendre en quoi Rose Bertin était une créatrice de mode. Et je mets des guillemets. Souvenez-vous, la mode se définit par la création de nouveaux codes qui viennent renverser les anciens. Or, ce que propose Mademoiselle Bertin ici, c'est un retour à la nature totalement dépaysant pour les aristocrates habitués aux robes luxueuses. Et oui, n'oubliez pas, ils sont attachés à Versailles. Elle offre un vent de fraîcheur aux tenues nobles en remplaçant les parures ornées de fioritures, de rubans et de dentelles par des créations simples et délicates. Bien évidemment, ces robes champêtres ne sont pas les seules tendances lancées par la ministre de la mode, si je puis dire. Elle est aussi à l'initiative des plus belles et des plus luxueuses tenues de la cour de Versailles. Non seulement elle conseille la reine sur ses robes, mais elle la conseille aussi sur ses coiffures. Par exemple, les fameuses coiffures à pouf, comme on dit, constituées d'un design extravagant, lourdement décoré de plumes, de rubans, de perles et de taffetas, sont carrément une invention de Mademoiselle Bertin. Qu'importe ce que notre créatrice propose à la reine, elle le porte et constitue en ça la meilleure publicité dont la marchande pouvait rêver.
La reine se fait tirer le portrait, pardon pour l'expression, mais c'est quasiment ça, et met en valeur chaque nouvelle tendance. Ses favorites, les princesses et les duchesses, se mettent très vite à faire de même. Elles posent dans les dernières tenues à la mode, arborant des airs mélancoliques, apaisés ou rêveurs. Il suffit de regarder les tableaux. Il se trouve que Mademoiselle Bertin a besoin de cette publicité. Alors que jusque-là, les aristocrates conservaient les mêmes vêtements pendant plusieurs années, ils les emmènent chez la couturière pour en changer, si vous voulez, les ornements, eh bien la ministre de la Mode instaure un nouveau système. Elle va développer le principe de vêtements saisonniers, forçant du coup de cette façon ses clientes à continuellement commander les nouvelles tenues qui font la fureur du moment. Rose Bertin est une jeune femme qui a donc le sens des affaires puisqu'elle a carrément inventé le marketing. Heureusement pour elle, la mode se développe très rapidement grâce à l'art pictural, le TikTok de l'époque. Les marchandes de mode deviennent les nouvelles icônes de la peinture et les deux domaines deviennent très vite inextricablement liés. D'un côté, des œuvres picturales sont de plus en plus représentées sur les accessoires de l'aristocratie, que ce soit les éventails, les étuis à billets, les carnets de bal. Les images empruntées aux peintures contemporaines forment une sorte de musée de poche que la noblesse transporte de soirée en soirée. Désormais, avec la mode, la peinture est à emporter. De l'autre côté, la peinture permet à la mode de se développer. Elle offre la possibilité aux artistes de représenter les plus belles étoffes, les bijoux les plus resplendissants et les ornements les plus riches et ostentatoires qui puissent exister. Quelques coups de pinceau et le tour est joué. Il n'y a vraiment pas meilleur moyen de mettre en valeur les nouvelles créations vestimentaires.